Ma famille a dit que je n'étais pas assez bien pour être au mariage, alors j'ai envoyé un cadeau qui a arrêté la cérémonie. On dit que la famille façonne la personne que vous devenez. La mienne m'a appris à disparaître. Pendant 20 ans, j'ai observé depuis l'ombre ma demi-sœur, Vanessa, devenir l'enfant chéri, célébré, adulé, visible. Quand son faire-part de mariage est arrivé, adressé d'une écriture froide et impersonnelle, je n'ai pas été surprise, c'était juste une autre formalité pour sauver les apparences. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je détenais un secret assez puissant pour briser leur façade parfaite. Je n'assisterai pas à la somptueuse cérémonie, je n'irai pas mendier une place à une table qu'ils n'ont jamais dressée pour moi. Au lieu de cela, j'ai emballé ma vérité dans une petite boîte en velours et l'ai envoyée avec un mot, cet mot qui garantirait qu'ils me voient enfin. Après tout, la personne la plus silencieuse dans la pièce n'est pas toujours la plus faible. Juste avant de reprendre, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné car l'épisode spécial de demain est un épisode que vous ne voulez absolument pas manquer. J'avais 5 ans quand mon père s'est remarié. Je me souviens d'être debout dans une robe qui grattait, le regardant embrasser Diane devant l'autel. Tout le monde souriait, sauf moi. Quelque chose dans mon petit cœur savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Elisa, viens rencontrer ta nouvelle sœur, a dit mon père plus tard, me poussant vers une fille aux boucles brunes parfaites et vêtue d'une robe garnie de rubans. Vanessa avait 7 ans, pleine d'assurance et jolie d'une manière que je n'étais pas. Elle m'a offert un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous allons être les meilleurs amis du monde, a-t-elle dit en me serrant la main trop fort. Nous ne le fûmes pas. 22 ans plus tard, je suis toujours la fille oubliée, celle qui ne cadre pas tout à fait avec le portrait de famille, celle dont les appels tombent sur la messagerie vocale, celle dont les cadeaux de Noël arrivent dans des sacs cadeaux génériques tandis que ceux de Vanessa sont emballés dans du papier personnalisé avec des étiquettes calligraphiées à la main. Mon appartement est silencieux ce mardi matin quand l'enveloppe arrive, du papier épais, couleur crème, avec une bordure dorée. Pas d'adresse personnelle, juste, Elisa Winters, imprimé dans une écriture élégante. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur avant de l'ouvrir. Vous êtes cordialement invité à être témoin de l'union de Vanessa Montgomery et Caleb Anderson. Le faire-part est magnifique, cher, froid. Il n'y a pas de carton-réponse, juste un mot manuscrit de la parfaite écriture de Diane, famille seulement. Veuillez vous abstenir d'amener des invités. Je ris à voix haute dans ma cuisine vide. Comme si j'avais quelqu'un à amener. Comme s'il voulait vraiment de ma présence. Mon téléphone sonne. C'est maman qui appelle depuis l'Arizona, où elle a déménagé après le divorce. Nous nous parlons peut-être une fois par mois, généralement de tout et de rien. Salut, ma chérie, dit-elle. Tu as reçu le faire-part? À l'instant, réponds-je, passant mon doigt le long des lettres en relief, surprise qu'ils en aient envoyé un. Une pause. Le bruit d'elle prenant une gorgée de quelque chose, probablement du vin, bien qu'il soit à peine midi chez elle. Ils veulent juste la paix, Elisa. Ne sème pas la zizanie au mariage. Sa voix a cette neutralité étudiée que les thérapeutes utilisent. C'est le grand jour de Vanessa. Quand est-ce que ce n'est pas le grand jour de Vanessa? Les mots sortent plus vifs que je ne le voulais. Elisa, s'il te plaît. Est-ce qu'ils t'ont demandé de n'amener personne, ou est-ce que ce traitement spécial est juste pour moi? Une autre gorgée. Définitivement du vin. Je n'y assisterai pas, dit-elle. J'ai envoyé un cadeau la semaine dernière. Bien sûr qu'elle ne sera pas là. Ma mère a perfectionné l'art de l'évitement, de ne pas être là où des émotions difficiles pourraient surgir. Je me demande parfois si je ne tiens pas ça d'elle. De toute façon, il te coupe probablement sur les photos, ajoute-t-elle avec un rire creux. Le commentaire est blessant car ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a 3 ans, pour les 60 ans de papa, Diane a organisé une séance photo de famille. J'ai conduit 4 heures pour y être, portant une robe qui correspondait à leur palette de couleurs. Quand les photos sont arrivées, j'apparaissais sur exactement 2 d'entre elles, la moitié de mon corps coupé sur l'une, mon visage masqué par un arrangement floral sur l'autre, comme si j'étais une ombre gênante qu'il ne pouvait pas tout à fait effacer. Je me souviens de la fête des 16 ans de Vanessa. C'était une réception dans le jardin avec des lanternes flottantes et un quatuor à cordes. Je n'étais pas sur la liste des invités, mais papa a insisté pour que je vienne. J'ai passé la soirée dans la cuisine avec le personnel du traiteur, mangeant les restes d'amuse-gueule tout en regardant Vanessa danser à travers les fenêtres. Tu n'es pas comme elle, m'a dit Diane plus tard. Elle a besoin de ce genre de choses.
Toi, tu es plus pragmatique. Ce qu'elle voulait dire, c'était « Vanessa appartient à la lumière. Tu appartiens à l'arrière-plan ». Il y a eu un moment, juste après l'université, où j'ai cru que les choses pourraient changer. Je venais de lancer mon entreprise de photographie. Vanessa, elle-même fraîchement diplômée, m'a demandé de prendre des portraits professionnels pour ses réseaux sociaux. Elles sont incroyables, a-t-elle dit quand je lui ai montré les retouches. Pour une fois, elle semblait sincèrement impressionnée. Mais ensuite, quand elle les a publiés en ligne, nouveau portrait par un photographe local. Pas ma sœur, pas même mon nom. Juste, un photographe local, comme si reconnaître mon existence allait d'une manière ou d'une autre diminuer son éclat. Je me souviens l'avoir confrontée à ce sujet une fois. Nous étions dans sa chambre d'enfant, qui était restée intacte même après son déménagement, un sanctuaire dédié à l'enfant chéri. Je l'aidais à trier de vieux vêtements pour des dons. « Pourquoi agis-tu toujours comme si je ne faisais pas vraiment partie de la famille ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Tu n'es pas vraiment l'une des nôtres, Elisa. Tu es comme une famille adjacente. » Famille adjacente. Les mots ont résonné dans ma tête pendant des mois. Maintenant, en regardant se faire part de mariage, ces mots reviennent. Ce n'est pas une véritable invitation, c'est une obligation, une formalité. Il m'invite parce que ne pas m'inviter serait mal vu. Je sors mon téléphone et fais défiler Instagram. Le compte de Vanessa est rempli de publications sur les préparatifs du mariage, essayage de robes de créateurs, dégustation de gâteaux, demoiselles d'honneur en robe de soie assortie au spa. Pas une seule fois je ne suis identifié ou mentionné. Pas une seule fois elle ne m'a demandé si je voulais participer. Je jette le faire-part sur mon comptoir et me dirige vers le placard de ma chambre. Au fond, derrière des manteaux d'hiver et des boîtes de matériel photographique, se trouve une vieille boîte en carton étiquetée « Papa, vieille photo ». Je l'ai sauvée lorsque papa et Diane ont rénové l'année dernière. Jette tout ça, avait dit Diane. Nous avons les versions numériques des plus importantes. Mais je ne pouvais pas les laisser partir. Ces photos des « avant ». Avant Diane. Avant Vanessa. Avant que je ne devienne invisible. Elles sont la preuve que j'ai existé dans son monde un jour, que j'ai compté. Je feuillette des polaroïds délavés et des tirages brillants, papa me portant sur ses épaules à la plage, papa m'apprenant à faire du vélo. À mesure que la pile diminue, il y a moins de photos de nous deux seulement. Papa apparaît, puis Vanessa, puis je disparais presque entièrement. Près du bas, quelque chose attire mon attention, une photo de plage, mais pas une dont je me souviens. Vanessa, peut-être 14 ans, souriant à quelqu'un juste hors du cadre. Je la sors et plisse les yeux pour lire la date, août 2011, l'été où nous avons loué cette maison à Cap Cod. Il y a quelque chose de familier dans son expression. Je cherche plus profondément et trouve une autre photo du même jour. Celle-ci me fait battre le cœur. Un garçon aux cheveux blonds sable, riant avec son bras autour d'une version plus jeune de moi. Je la retourne. Quelqu'un avait écrit « Elisa et Caleb, journée à la plage, au dos ». Caleb. Le fiancé de Vanessa. Les souvenirs affluent, des souvenirs que j'avais emballés aussi soigneusement que ces photos. Cet été-là, cette maison de plage. Caleb était le neveu du voisin, il restait pour le mois. Nous avons été inséparables pendant ces quelques semaines parfaites. Mon premier vrai coup de foudre, mon premier baiser, même. Mais pourquoi Vanessa le regardait-elle comme ça sur l'autre photo? Je ne savais même pas qu'ils s'étaient parlé cet été-là. Je m'assois sur mes talons, les photos éparpillées autour de moi comme des preuves sur une scène de crime. Lentement, comme les pièces d'un puzzle que je ne savais pas que je résolvais, les choses se mettent en place. La façon dont Vanessa a, par coïncidence, rencontré Caleb à cet événement professionnel il y a 2 ans. L'air surpris qu'elle a pris en nous présentant, comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Le regard étrange sur son visage quand il m'a serré la main et a dit « Enchanté de vous rencontrer ». M'avais-tu oublié, ou jouais-tu un scénario auquel je n'avais pas accès? Mes mains se mettent à trembler. Je rassemble les photos, toutes celles avec Caleb, et les pose sur mon bureau. Mon ordinateur portable est ouvert sur un brouillon de mail que j'écrivais à un client potentiel. Je le ferme et ouvre un nouveau message à la place. Pendant un instant, je me demande quoi faire. Je pourrais appeler papa, le confronter sur le fait qu'il n'a jamais mentionné que Vanessa épousait quelqu'un de notre passé. Je pourrais contacter Caleb directement.
Je pourrais simplement répondre « non » et envoyer un mixeur de leur liste de mariage. Mes 22 ans à être mis à l'écart m'ont appris quelque chose, faire du bruit ne fonctionne pas avec ma famille. Ils ont perfectionné l'art de ne pas m'entendre. Je sélectionne la photo la plus nette, Caleb et moi sur la plage, son bras autour de mon épaule, tous deux riant d'une blague oubliée. Je la scanne, la recadre et l'envoie pour impression. Le site web promet une livraison pour demain. Ensuite, je trouve une petite boîte à bijoux en velours dans le tiroir de ma commode. La taille parfaite pour une photo. Trop petite pour un cadeau de mariage, mais c'est le but. S'ils veulent faire comme si je n'existais pas, très bien, je murmure à mon appartement vide, mais la vérité a sa propre façon de se manifester. J'écris un mot sur du papier cartonné épais, es-tu sûr de savoir qui tu épouses? 7 mots. Pas besoin de signature. 3 jours plus tard, j'emballe le tout avec soin et l'adresse à Vanessa Montgomery à l'hôtel The Langham, où elle séjourne avant la cérémonie. Je paie un supplément pour une livraison, le matin même. En déposant le colis au centre d'expédition, je ressens quelque chose d'inhabituel, du pouvoir. Pour la première fois depuis des décennies, ce ne sera pas moi qui serai prise au dépourvu, essayant de maintenir ma dignité tout en étant mise sur la touche. Je n'irai pas mendier une place à une table qu'ils n'ont jamais dressée pour moi. Depuis la sécurité de mon appartement, je regarde le parfait week-end de mariage de Vanessa se dérouler sur les réseaux sociaux. Les stories Instagram montrent des demoiselles d'honneur en pyjama assorties, des brunchs au champagne, des journées au spa avec des bains aux pétales de fleurs, et des essayages de robes de créateurs où tout le monde pleure sur commande. Chaque image est filtrée à la perfection. Chaque légende dégouline de hashtags sur le destin et les âmes sœurs. La section des commentaires est une chambre d'écho de « magnifique » et « couple de rêve » de la part de personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se cache sous la surface. Moi, je sais. Il y a 2 ans, j'ai revu Caleb lors d'un cocktail professionnel. J'avais été engagé pour photographier l'événement, ironiquement grâce à une relation de Diane, qui n'avait aucune idée de mes liens de parenté. Vanessa était là, représentant son agence de marketing. Elisa, a-t-elle crié à travers la pièce, agitant la main avec un enthousiasme excessif. Viens rencontrer mon petit ami. Elle a tiré le bras d'un homme grand aux cheveux blonds sable et au visage rasé de près. Quand il s'est retourné, ma flûte de champagne a failli me glisser des mains. Voici Caleb Anderson, a-t-elle rayonné. Caleb, voici ma demi-sœur, Elisa. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, une lueur de reconnaissance rapidement masquée. Enchanté de vous rencontrer, a-t-il dit en tendant la main. Sa paume était chaude contre la mienne, familière d'une manière qui m'a serré la poitrine. De même, ai-je répondu, jouant le jeu. Que pouvais-je faire d'autre? Plus tard, je l'ai trouvé seul près du bar. Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas, ai-je demandé à voix basse. Il a jeté un coup d'œil autour de lui avant de répondre. Cap Code. Été 2011. Sa voix était basse, les yeux fixés sur son verre. Je me souviens de tout, Elisa. Avant que je puisse répondre, Vanessa est apparue, glissant son bras dans le sien de manière possessive. Te voilà. Maman nous cherche. Elle ne m'a même pas jeté un regard en l'entraînant. Maintenant, en faisant défiler les photos des préparatifs du mariage, je me demande si Caleb lui a déjà parlé de notre passé. Connaissant Vanessa, même s'il l'avait fait, elle aurait réécrit le récit pour le minimiser. Un béguin d'enfance. Une amourette d'été. Rien de sérieux. Mon téléphone vibre avec un texto de tante Claire, la sœur de papa et ma seule véritable alliée dans la famille. Ils ont mis la sécurité pour vérifier les noms à la porte, écrit-elle. Diane leur a donné une liste d'invités indésirables. Devine qui est en haut de la liste? Je ne suis pas surprise. Blessée, mais pas surprise. Tu y vas quand même, je réponds par texto. Bien sûr. Il faut bien que quelqu'un représente la branche saine de l'arbre généalogique. Claire a toujours vu clair dans la façade parfaite de Diane. Lors des réunions de famille, elle me cherche délibérément, s'assurant que je suis incluse dans les conversations. Elle envoie des cartes d'anniversaire avec de vrais messages attentionnés, pas seulement des signatures. De petits gestes de gentillesse qui m'ont maintenu attaché à la famille alors qu'il aurait été plus facile de m'éloigner complètement. Tu as envoyé un cadeau, demande-t-elle. Pour ainsi dire, je réponds. Je n'en dis pas plus. Claire essaierait probablement de m'en dissuader. La veille du mariage, mon téléphone sonne avec un numéro inconnu.
Contre toute attente, je réponds. Allô? Elisa? La voix est hésitante, masculine, familière. C'est Marcus, l'ami de Caleb. Marcus, le témoin du marié. Nous nous sommes brièvement rencontrés à ce même événement professionnel, avons échangé des suivis sur Instagram qui n'ont jamais abouti à rien. Que puis-je faire pour toi, Marcus? Je garde une voix neutre. Écoute, il se passe quelque chose de bizarre. Caleb a reçu ce colis ce matin. Juste une photo, d'une plage. Il a une réaction étrange à ce sujet. Et puis quand j'ai mentionné ton nom, en demandant juste nonchalamment si tu venais demain, il a presque sauté au plafond. Mon cœur s'emballe. Ils l'ont livré un jour plus tôt. Et à Caleb, pas à Vanessa. Je ne sais pas ce qui se passe, continue Marcus, mais Vanessa a complètement pété les plombs tout à l'heure pour une broutille. L'organisatrice de mariage a démissionné sur le champ. Diane est sur le sentier de la guerre pour que tout reste parfait pour le photographe des pages mondaines. Ça a l'air stressant, dis-je, essayant de paraître compatissante et non secrètement ravie. Le truc, c'est que, sa voix baisse, Caleb m'a demandé de trouver plus d'informations sur toi. Nonchalamment, a-t-il dit, mais il n'y avait rien de nonchalant là-dedans. Un temps de silence. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien pour l'instant. J'ai pensé que je devais d'abord te parler. Elisa, y a-t-il quelque chose entre vous deux? La question reste en suspens. Y a-t-il? Y a-t-il jamais eu? Nous nous sommes connus il y a longtemps, dis-je finalement. Avant Vanessa. Je suis surprise qu'il s'en souvienne. Eh bien, quoi qu'il y ait eu dans ce paquet, ça lui a certainement rafraîchi la mémoire. Marcus soupire. Écoute, je dois y aller. Le dîner d'enterrement de vie de garçon commence dans 20 minutes. Juste, s'il y a quelque chose que je devrais savoir, en tant que son témoin, ce serait le moment. Je pense à la photo que j'ai envoyée, aux mots, à la bombe que j'ai placée dans leur journée parfaite. Assure-toi juste qu'il épouse la bonne personne pour les bonnes raisons, dis-je. C'est tout ce qui m'importe. Après avoir raccroché, je reste assise dans mon appartement silencieux, me demandant si je suis allé trop loin ou pas assez loin. Ce soir-là, Claire appelle. Je suis au dîner de répétition, chuchote-t-elle. C'est une catastrophe. Que se passe-t-il, je demande, ignorant le battement de culpabilité dans mon estomac. Vanessa ne cesse de disparaître aux toilettes pour pleurer. Caleb a l'air d'être à un enterrement, pas à son mariage. Diane micro-gère tout à mort. En arrière-plan, j'entends le tintement des verres, des rires forcés. J'ai essayé de mentionner ton nom, continue Claire. Diane m'a rembarré si vite. Reste à ta place, Claire. Tu te rends compte? Comme si elle était de la royauté et non la femme qui s'est mariée dans notre famille pour l'argent. Est-ce que papa a dit quelque chose? Je ne peux m'empêcher de demander. Claire hésite. Il a juste fixé son assiette. Tu sais comment il est. Je connais mon père. L'éternel pacificateur. L'homme qui préférerait prétendre que les problèmes n'existent pas plutôt que de les affronter, qui a passé 20 ans à laisser sa nouvelle femme dicter sa relation avec sa fille. Oh, et écoute ça, ajoute Claire, la voix encore plus basse. Les parents de Caleb ont l'air complètement mal à l'aise. Sa mère m'a demandé si toutes les rumeurs étaient vraies. Je n'ai aucune idée de quelle rumeur elle parle, mais elle s'est tue quand Diane s'est approchée. Après avoir raccroché, je me sers un verre de vin et sors sur mon petit balcon. La nuit est douce, les étoiles à peine visibles à travers les lumières de la ville. Demain, Vanessa marchera dans l'allée dans sa robe de créateur vers un homme qui a un jour écrit nos initiales dans le sable, un homme qui a fait semblant de ne pas me connaître lorsque nous nous sommes revus. Je repense à cet été à Cap Cod. La maison des voisins avait un quai qui s'avançait dans la baie. Caleb et moi nous y asseyions au coucher du soleil, les pieds ballants dans l'eau fraîche, parlant de tout et de rien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, m'a-t-il dit un soir, son épaule pressée contre la mienne. Tu vois les choses différemment. Le lendemain, j'ai surpris Vanessa en train de nous regarder de derrière une dune, son expression indéchiffrable. Quand j'en ai parlé à Caleb plus tard, il a haussé les épaules. Elle s'ennuie, c'est tout, a-t-il dit. Ignore-la. Mais Vanessa ne s'ennuyait jamais, juste comme ça. Elle était calculatrice, toujours. J'aurais dû reconnaître le regard dans ses yeux pour ce qu'il était, non pas de la curiosité, mais de la convoitise.
Le jour du mariage arrive, ensoleillé et clair, un temps parfait pour la cérémonie en plein air dans les jardins botaniques. J'ai désactivé les notifications des réseaux sociaux, ayant besoin de distance par rapport au flot de contenu sur le mariage. À 11h42, mon téléphone sonne. C'est encore Claire. Elisa, dit-elle, sa voix tendue par l'urgence, tu dois venir ici. Maintenant. Tout est en train de s'effondrer. Que s'est-il passé, je demande, sachant déjà. Cette boîte que tu as envoyée. Elle est finalement arrivée à Vanessa, juste avant la cérémonie. Ma bouche s'assèche. Et c'est l'enfer qui s'est déchaîné. Elle l'a jetée sur Caleb. Il a couru après elle. Les invités sont tous assis là, et, oh mon Dieu, Diane hurle sur quelqu'un dans la suite nuptiale. En arrière-plan, j'entends le chaos, des voix élevées, des pas pressés, le murmure des invités confus. Claire, qui avait-il dans cette boîte, je demande, jouant l'innocente. Une photo. Toi et Caleb, adolescents, en train de vous embrasser. Elle fait une pause. Elisa, qu'as-tu fait? Que ai-je fait? J'ai jeté une allumette dans une mare d'essence. J'ai mis en lumière une décennie de secrets. Je serai là dans 20 minutes, je lui dis, attrapant déjà mes clés. Ce qui va suivre va tout changer. Pas seulement pour Vanessa et Caleb, mais pour moi, pour nous tous. Je n'ai jamais voulu gâcher un mariage. Je voulais juste qu'ils me voient, qu'ils reconnaissent que j'existe, que j'ai de l'importance, que j'ai une histoire avec l'homme même qui s'apprêtait à faire partie de leur précieuse famille. En conduisant vers les jardins botaniques, mes mains fermes sur le volant, je répète ce que je dirai en arrivant, les explications, les excuses, les déclarations. Mais à la fin, je m'en tiens à la vérité la plus simple. Je ne suis pas venu gâcher ton mariage, je suis venu te rappeler à quoi ressemble un vrai mariage. Le jardin botanique est étrangement silencieux quand j'arrive. La cérémonie était prévue pour midi. Il est maintenant presque 13h. Les invités déambulent en groupe confus, des chuchotements s'échangeant entre les flûtes de champagne et les délicats hors-d'œuvre. Je gare ma voiture et reste assise un instant, rassemblant mon courage. À travers le pare-brise, je peux voir l'arche florale élaborée où Vanessa et Caleb devraient être en train d'échanger leurs vœux en ce moment, des chaises blanches disposées en rangées parfaites, des pétales de roses blanches immaculées éparpillés le long de l'allée. Un quatuor à cordes remballe ses instruments, clairement congédiés. Mon téléphone vibre avec un texto de Claire, entrée de service. Suite nuptiale. Dépêche-toi. Je me glisse dans le jardin par une porte de service, évitant l'entrée principale où Diane aurait pu poster son service de sécurité. Mes talons s'enfoncent dans le sol mou alors que je navigue autour des haies et passe devant des serveurs confus portant des plateaux de nourriture intacts. La suite nuptiale est une serre aménagée, tous les murs de verre étant maintenant recouverts de tissu blanc vaporeux pour préserver l'intimité. En approchant, j'entends la voix de Vanessa, aiguë et tendue. Comment as-tu pu me faire ça? Le jour de mon mariage. À travers une fente dans les rideaux, je la vois debout dans sa robe de mariée, une création sur mesure qui a probablement coûté plus cher que ma voiture. Son chignon parfait se défait, le mascara coulant sur ses joues. Dans sa main se trouve la boîte en velours, écrasée d'avoir été trop serrée. Caleb se tient à quelques mètres, son nœud papillon défait, l'air abasourdi. Entre eux, sur une table basse en verre, se trouve la photo, mon moi adolescent et Caleb, bouche contre bouche sur cette plage de Cap Cod, le coucher de soleil dorant nos cheveux. Je ne savais pas qu'elle l'avait envoyé, dit Caleb, la voix rauque. Je le jure. Ne me mens pas. Vanessa lui lance la boîte en velours écrasée. Elle rebondit sans mal sur sa poitrine. Tu mens depuis que nous nous sommes rencontrés. Oh, je ne suis jamais allé à Cap Cod. Non, je ne me souviens pas avoir rencontré ta demi-sœur. Des mensonges. Je devrais me sentir triomphante. C'était exactement ce que je voulais, la journée parfaite gâchée, leur façade parfaite fissurée. Au lieu de cela, je me sens vide, en regardant la scène se dérouler. Diane me remarque en premier. Elle est debout dans un coin, téléphone à la main, essayant probablement de limiter les dégâts avec l'organisatrice de mariage ou le journaliste des pages mondaines. Toi, siffle-t-elle, le visage déformé par la rage. Comment oses-tu te montrer ici après ce que tu as fait? La pièce tombe dans le silence. Toutes les têtes se tournent vers moi. Le visage de Vanessa devient rouge sous son maquillage strié. Les yeux de Caleb s'écarquillent. Elisa, murmure-t-il,
et quelque chose dans sa voix me serre le cœur. J'ai reçu un appel, dis-je simplement, en regardant Claire, qui se tient près de la porte, serrant son sac à main comme un bouclier. J'ai entendu dire qu'il y avait un problème. Vanessa rit, un son brutal, comme du verre brisé. Un problème? Tu as envoyé à mon fiancé une photo de vous deux en train de vous embrasser le jour de mon mariage. Je te l'ai envoyée à toi, la corrige-je calmement, pas à lui. Intéressant qu'elle ait fini entre ses mains. L'atmosphère dans la pièce devient inconfortable. Quelqu'un a dû l'intercepter. Marcus, peut-être? Ou est-ce que Diane filtrait tous les cadeaux, craignant exactement ce genre de perturbation? Qu'importe à qui elle l'a envoyé. Diane s'avance, se plaçant entre Vanessa et moi, comme elle l'a toujours fait. C'était une tentative délibérée de gâcher ton jour spécial parce qu'elle a toujours été jalouse de toi. Je veux rire de la simplicité de son interprétation, comme si c'était une rivalité fraternelle pour des jouets ou de l'attention, comme si 20 ans d'exclusion systématique pouvaient se résumer à une jalousie mesquine. Il ne s'agit pas de jalousie, dis-je. Il s'agit de vérité. Je me tourne vers Caleb. Pourquoi as-tu fait semblant de ne pas me connaître quand Vanessa nous a présenté il y a 2 ans? Nous avons passé tout un été ensemble. Mon premier baiser était avec toi sur cette plage. Je montre la photo du doigt. Tu m'as écrit des lettres pendant des mois après que nous ayons quitté Cap Cod. Puis elles se sont simplement arrêtées. Caleb a l'air sincèrement confus. Je t'ai écrit chaque semaine pendant 1 an. Tu n'as jamais répondu. Finalement, ton père a appelé mes parents et leur a dit d'arrêter de te contacter, qu'il a dit que tu n'étais pas intéressé. La pièce tourne légèrement. Papa a fait quoi? Comme invoqué par mes pensées, mon père apparaît dans l'embrasure de la porte derrière Claire. Il a l'air plus vieux que ses 63 ans à ce moment, le visage gris étiré. Papa, ma voix se brise sur le mot, as-tu dit à la famille de Caleb de me laisser tranquille? Il ne peut pas croiser mon regard. Diane pensait que c'était pour le mieux. Vous étiez si jeune. Les relations à distance ne fonctionnent jamais à cet âge. Diane pensait. Les pièces s'emboîtent avec une clarté essayante. Je me tourne vers ma belle-mère. Tu as intercepté ces lettres, n'est-ce pas? Pour une fois, Diane n'a pas de réponse rapide. Son silence est une confirmation suffisante. Tu avais 15 ans, dit-elle finalement, levant le menton. C'était un amour de jeunesse, rien de sérieux. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. Je fais un pas vers elle, des années de colère refoulées remontant à la surface. Tu as toujours fait ça, dit soudain Vanessa, mais elle ne me regarde pas. Elle regarde sa mère. Tu as toujours décidé qui était assez bien pour nous, qui correspondait à l'image. Le visage parfaitement maquillé de Diane se durcit. Je vous protégeais. Toutes les deux. Je nous protégeais. Vanessa rit à nouveau, ce même son cassant. Tu nous contrôlais, comme tu le fais toujours. Elle se tourne vers Caleb, une nouvelle prise de conscience se dessinant sur son visage. C'était elle la fille dont tu m'as parlé, n'est-ce pas? Celle que tu ne pouvais pas oublier. Celle qui t'a échappé. C'était Elisa. Caleb hoche lentement la tête. Je n'ai jamais fait le lien. L'Elisa que je connaissais avait un nom de famille différent, et quand tu nous as présenté, elle a joué le jeu comme si nous ne nous étions jamais rencontrés, alors j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé. J'ai changé de nom après l'université, j'explique, j'ai commencé à utiliser le nom de jeune fille de maman professionnellement. Winters, pas Montgomery. Et j'ai joué le jeu parce que tu l'as fait, dit Caleb, me regardant avec un mélange de confusion et de compréhension naissante. J'ai pensé que c'était peut-être gênant pour toi, ou que tu ne voulais pas que Vanessa soit au courant de notre passé. Je ne voulais pas faire de scène, j'admets. C'est ce qu'on m'a appris à faire toute ma vie avec cette famille. Se taire. Ne pas faire de vagues. Rester invisible. La pièce retombe dans le silence. Dehors, nous pouvons entendre le murmure des invités, le chaos silencieux d'un jour de mariage déraillé. Quelqu'un devrait s'adresser à eux, expliquer le retard, mais personne ne bouge. Le savais-tu? Demande Caleb à Vanessa, sa voix calme mais intense. Quand tu m'as rencontré à cet événement professionnel, savais-tu qui j'étais pour Elisa? Le visage de Vanessa se décompose. Un instant, je pense qu'elle va le nier. Puis ses épaules s'affaissent. J'ai reconnu ton nom quand la liste des clients est arrivée, admet-elle. Je me suis souvenu de cet été,
de la façon dont tu n'avais Dieu que pour elle, même si j'ai tout essayé pour attirer ton attention. Elle me regarde vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Tu n'as jamais su, n'est-ce pas? À quel point j'ai essayé cet été-là. J'ai fait semblant de lire des livres que je détestais parce que tu les avais mentionnés. J'ai traîné près de ce stupide quai tous les soirs, en espérant que vous m'inviteriez à vous joindre à vous. Tu avais 14 ans, dis-je, stupéfaite par cette révélation. Je n'en avais aucune idée. Personne n'en a jamais eu la moindre idée, dit amèrement Vanessa, parce que personne ne me voit jamais vraiment. Ils voient ce qu'ils veulent voir. La fille parfaite, la femme de carrière à succès, la belle mariée. Même toi, Elisa. Tu penses que je ne sais pas ce que c'est que d'être invisible, d'être négligé? Au moins, papa s'est battu pour avoir une relation avec toi. Mère ne m'a jamais vu du tout, juste un projet à perfectionner. Diane aimait un son étranglé. Ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Non, dit doucement Vanessa. Tout ce que tu as fait, c'était pour les apparences. Pour ton précieux statut social. Pour ce que les gens pourraient penser. Elle se retourne vers Caleb. Quand j'ai vu ton nom sur cette liste de clients, j'ai pensé que c'était peut-être ma chance. Peut-être que je pourrais enfin avoir quelque chose qu'Elisa avait eu, quelque chose de réel. L'aveu reste en suspens, douloureux dans son honnêteté. Alors tu as orchestré notre rencontre, dit lentement Caleb, les pièces s'emboîtant pour lui aussi. Tu t'es assuré que je ne fasse jamais le lien entre toi et cet été, entre toi et Elisa. Vanessa hoche la tête, une larme glissant sur sa joue. Et puis tu es tombé amoureux de moi. De moi, pas d'elle. Du moins, c'est ce que je pensais. Caleb passe une main dans ses cheveux, la détresse évidente dans chaque ligne de son corps. Je tenais à toi, Vanessa. Je tiens toujours à toi, mais... Il s'interrompt, regardant la photographie, puis moi. Mais je ne suis pas elle, termine Vanessa pour lui. Les mots s'installent dans la pièce comme un rideau final. Il n'y a plus rien à dire, pas de jolis mensonges derrière lesquels se cacher. Mon père se racle la gorge. Nous nous tournons tous, ayant presque oublié qu'il était là. Je pense, dit-il doucement, que nous devons une explication aux invités. Je m'en occupe, dit automatiquement Diane, attrapant son téléphone. Non, dit papa avec une fermeté inattendue. Tu t'en es assez occupé. Je vais leur parler. Ils me regardent vraiment, pour ce qui semble être la première fois depuis des décennies. Je suis désolé, Elisa. Pour tout. Alors qu'il part, Vanessa s'affaisse sur une chaise longue blanche, son immense robe s'étalant autour d'elle comme un nuage dégonflé. Elle a l'air petite, soudainement, vulnérable d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demande-t-elle, à personne en particulier. Quoi, en effet. Je n'avais rien prévu au-delà de ce moment, au-delà de la révélation. Je n'avais jamais pensé aux conséquences, aux morceaux brisés qu'il faudrait ramasser. Claire se met à mes côtés, me serrant le bras en signe de soutien silencieux. Dehors, nous pouvons entendre mon père s'adresser aux invités confus, bien que ses paroles soient étouffées par les murs de verre. Caleb fait un pas vers moi, puis s'arrête, pris entre deux mondes, entre la vie qu'il pensait vouloir et la vie qui aurait pu être. Je ne suis pas venu gâcher ton mariage, dis-je doucement, en regardant Vanessa, puis Caleb, et enfin Diane. Je suis venu vous rappeler à quoi ressemble un vrai mariage. Il est construit sur la vérité, pas sur les apparences. Sur l'amour, pas sur l'obligation. Diane ouvre la bouche pour parler, mais pour une fois, aucune remarque cinglante n'en sort. Elle a l'air soudainement vieille, le maquillage soigné incapable de cacher les rides de tension autour de ses yeux et de sa bouche. Peut-être, dit-elle finalement, qu'aucun de nous ne savait vraiment ce que nous faisions. Avec tout ça. C'est ce qui se rapproche le plus d'un aveu de faute qu'elle ne donnera probablement jamais. Caleb traverse la pièce pour se tenir devant moi. De près, je peux voir le garçon que j'ai connu dans le visage de l'homme, les mêmes yeux bienveillants, la même faussette quand il tente un sourire triste. Je ne t'ai jamais oublié, dit-il simplement. Et à cet instant, avec ces 4 mots, le monde bascule sur son axe. Dehors, les invités se dispersent. À l'intérieur, la façade soigneusement construite d'une famille gît en morceaux. Et moi, pour la première fois en 20 ans, je ne suis pas invisible. Le jardin s'était vidé. La plupart des invités étaient partis discrètement après l'explication maladroite de mon père sur des
circonstances familiales imprévues. Quelques-uns s'attardaient près de leur voiture, chuchotant derrière des mains en coupe. Nul doute que les chroniques mondaines bourdonneraient de spéculations le lendemain. Je me suis retrouvé assise sur un banc de pierre près d'un bassin de carpe koi, regardant les poissons orange et blancs glisser sous les nénuphars. L'ironie ne m'avait pas échappé. J'étais enfin au mariage de Vanessa, bien qu'il n'ait pas eu lieu. Des pas crissèrent sur le sentier de gravier. Caleb apparut, veste jetée, manches retroussées. Il avait enlevé sa boutonnière, mais une trace de son contour restait sur son revers. « Puis-je me joindre à toi » demanda-t-il. J'ai hoché la tête, faisant de la place sur le banc. Pendant un long moment, nous sommes restés assis en silence, à regarder les poissons. « C'était toi » dit-il enfin, la voix à peine plus qu'un murmure. Je pensais t'avoir perdu, mais ils se sont assurés que je le fasse. Les mots flottaient entre nous, lourds de temps perdu et de possibilités. Toutes ces lettres, dis-je. Je n'ai jamais su. 52. Une par semaine pendant un an. Ses doigts se tordaient sur ses genoux. Certaines n'étaient que des nouvelles de l'école. D'autres étaient plus importantes. T'es-tu jamais demandé pourquoi je ne répondais pas? Il eut un petit sourire triste. Au début, j'ai pensé que la distance était peut-être trop grande. Puis ton père a appelé et a dit que tu n'étais pas intéressé à continuer ce que nous avions. J'ai supposé que tu étais passé à autre chose. Ma poitrine me faisait mal, en pensant à lui attendant des réponses qui ne viendraient jamais, à Diane interceptant chaque lettre, peut-être les lisant avant de les détruire, à mon père passant cet appel sur son insistance. J'ai attendu près de la boîte aux lettres tous les jours le premier mois après mon retour de Cape Cod, j'avoue. Finalement, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit. Une brise bruissa dans le jardin, apportant une odeur de rose et de déception. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demandai-je, faisant écho à la question antérieure de Vanessa. « Je ne sais pas » répondit honnêtement Caleb. Tout ce que je pensais être vrai au sujet des 2 dernières années ne l'était pas, à l'intérieur de la suite nuptiale, visible à travers les murs de verre, Vanessa était assise seule, sa magnifique robe étalée autour d'elle comme un parachute dégonflé. Même de cette distance, je pouvais voir la dévastation sur son visage. « Elle t'aime vraiment » dis-je, surprise par la pointe de sympathie que je ressentais. « Je pense qu'elle aime l'idée de moi » Caleb passa une main dans ses cheveux. « Le mari parfait pour sa vie parfaite. Mais elle ne m'a jamais vraiment connu. Et après aujourd'hui, je ne suis pas sûr de l'avoir jamais connue. » Le soleil avait commencé sa descente, jetant de longues ombres sur le jardin. La journée se terminait à la journée qui aurait dû être le jour du mariage de Vanessa. Cette pensée ne m'apportait plus de satisfaction. Je devrais prendre de ses nouvelles, dit Caleb en se levant. Quoi qu'il se soit passé entre nous, je lui dois au moins ça. Alors qu'il s'éloignait, je me demandais ce qui se passerait si nous essayions à nouveau, si nous reprenions là où nous nous étions arrêtés toutes ces années auparavant. Pourrions-nous retrouver ce qui avait été perdu, ou trop de choses s'étaient-elles passées, trop de mensonges avaient-ils été dits, trop d'années gaspillées? J'ai appelé ma mère ce soir-là. Elle a répondu à la première sonnerie, comme si elle avait attendu. J'ai entendu, dit-elle immédiatement. Ta tante m'a appelé. Elle t'a tout raconté? Assez. Elle soupira. Oh, Elisa. Quel gâchis. Pour une fois, sa voix ne contenait aucun jugement, juste la reconnaissance lasse d'une famille bâtie sur des fondations fragiles. Le savais-tu? Je devais demander. Que papa avait arrêté les lettres de Caleb? La pause avant sa réponse m'a tout dit. Diane l'a mentionné une fois, des années plus tard, a-t-elle admis. Je n'ai pas, j'aurais dû te le dire. Un autre adulte qui m'avait fait défaut, un autre choix fait en mon nom. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? La question sortit petite, enfantine. Parce que c'était déjà fait, dit-elle simplement. Et parce que je ne voulais pas te blesser plus que tu ne l'avais déjà été. Je pensais à tous les dîners de famille auxquels j'avais assisté, seul au comptoir de la cuisine pendant que tous les autres mangeaient dans la salle à manger, à toutes les fois où Diane avait oublié de transmettre des messages, à toutes les photos desquelles j'avais été exclu et l'effacement lent et méthodique de mon existence de leur vie. Je pense que je souffre depuis 20 ans, maman. À l'autre bout de la ville, Vanessa s'était enregistrée dans un hôtel sous un faux nom. Claire m'a envoyé les détails par texto, ajoutant « Elle ne veut voir personne, mais j'ai pensé que tu devrais le savoir. » Je l'imaginais seule dans une chambre d'hôtel, toujours dans sa robe de mariée, incapable de se résoudre à l'enlever l'aveu final que la journée ne s'était pas déroulée comme prévu,
que la vie parfaite qu'elle s'était construite s'était brisée en un instant. Pour la première fois, je me demandais si Vanessa et moi n'étions pas si différentes après tout, toutes deux façonnées par les normes impossibles de Diane, toutes deux luttant pour une place dans une famille qui n'allait jamais tout à fait bien. La différence était que j'avais lutté de l'extérieur, tandis que Vanessa avait lutté de l'intérieur. Le lendemain matin, Claire m'a appelé pour m'inviter à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café loin des jardins botaniques, loin de tout endroit où notre famille pourrait se trouver. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-elle demandé après que nous ayons commandé. Honnêtement, je ne sais pas, je remuais distraitement mon café. Je pensais que je me sentirais vengé, je suppose, mais surtout je me sens juste triste. Claire tendit la main par-dessus la table pour me serrer la mienne. Il faut du courage pour gâcher une image parfaite, surtout quand on n'y figure pas. Je n'ai jamais voulu blesser personne, dis-je, réalisant en prononçant ces mots que ce n'était pas tout à fait vrai. Une partie de moi avait voulu les blesser, leur faire ressentir une fraction de ce que j'avais ressenti toutes ces années. N'est-ce pas? Claire leva un sourcil. Son honnêteté était la raison pour laquelle je l'avais toujours aimée. Sois honnête avec toi-même, Elisa. Tu as envoyé cette photo en sachant exactement ce qu'elle provoquerait. J'ai hoché la tête, acceptant le doux reproche. Tu as raison. Je voulais perturber leur journée parfaite. Je voulais qu'ils me voient. Eh bien, mission accomplie. Claire prit une gorgée de son thé. Personne ne peut plus t'ignorer maintenant. Après le déjeuner, je suis passé en voiture devant la maison de mon père, ralentissant en approchant. L'allée était vide, pas de voiture, pas de mouvement derrière les fenêtres. Je me demandais où ils étaient, quelle conversation se déroulait sans moi. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. C'est Caleb. On peut se parler? Pas d'hier. De tout le reste. Je fixai le message, le pouce planant sur le clavier. Finalement, j'ai tapé « Quand ?» Maintenant. Il y a un café sur Maple Street. Table dans le coin. 20 minutes plus tard, j'étais assise en face de lui, 2 cafés intacts entre nous. Il avait l'air différent en jean et simple chemise bleue, moins le marié impeccable, plus le garçon que j'avais connu. « Je suis allé voir Vanessa ce matin, dit-il. Elle, digère. C'est un euphémisme, ai-je répondu. Elle m'a dit quelque chose que je ne savais pas, il leva les yeux de son café. Cette photo, celle que tu as envoyée, il y en avait d'autres de ce jour-là. Des photos d'elle nous regardant de derrière les dunes. Je me souviens l'avoir remarqué 1 ou 2 fois cet été-là, toujours à distance, toujours en train de regarder. Je ne savais pas qu'elle les avait gardées toutes ces années, dis-je. Elle ne les a pas seulement gardées. Elle les regardait. Souvent. Il secoua la tête. Elle avait toute une boîte de souvenirs de cet été, des talons de billets de cinéma que nous n'avons jamais vus ensemble, une carte de la maison de plage où nous étions, des notes sur les choses que j'aimais, les choses que je disais. Un frisson me parcourut malgré l'air chaud du café. C'est obsessionnel. Il hocha la tête. C'est ce qui me fait peur. Elle a construit toute cette relation sur une base dont je n'ai jamais connu l'existence. En nous regardant cet été-là et en décidant qu'elle voulait ce que tu avais. Nous sommes restés assis en silence, digérant la révélation. Cela jetait un éclairage nouveau et troublant sur tout. « Et ton ami Marcus ?» demandai-je. « C'est lui qui a intercepté le colis ?» Caleb grimaça. « Ouais. Il pensait bien faire, me donner une chance de gérer ça avant que Vanessa ne le voie. » Il rit sans joie. Sacré témoin. Dans un coin du café, une télévision diffusait une chaîne d'information locale. La voix du présentateur attira soudain mon attention, le mariage de la célèbre directrice marketing Vanessa Montgomery a été brusquement annulé hier dans des circonstances mystérieuses. Caleb suivit mon regard. C'est déjà dans les nouvelles. Les réseaux sociaux s'affolent de spéculations. Génial, marmonnai-je. Juste ce dont nous avions besoin. Un examen public de notre drame familial. Diane est en mode limitation des dégâts, continua-t-il. Elle a publié une déclaration sur une décision mutuelle et des affaires familiales privées. Bien sûr qu'elle l'était. Les apparences avant tout. J'ai besoin de savoir quelque chose, dis-je, en le regardant droit dans les yeux. Si tu n'avais pas vu cette photo, si le mariage avait eu lieu, aurais-tu été heureux? Il réfléchit attentivement à la question. J'aurais cru que j'étais heureux, répondit-il finalement.
Mais j'aurais vécu la version de quelqu'un d'autre de ma vie. Alors que le soleil plongeait vers l'horizon, peignant le café d'une lumière chaude et dorée, nous avons parlé de tout ce que nous avions manqué, ces années d'université à étudier l'ingénierie, ma lutte pour lancer mon entreprise de photographie, les endroits où nous avions voyagé, les livres que nous avions lus, les personnes que nous étions devenues. À chaque histoire, chaque rire, chaque moment de silence facile, je sentis quelque chose changer entre nous. Pas tout à fait une flamme qui se ravive, pas encore, mais la reconnaissance d'une possibilité. Tout a commencé avec ça, dit-il, sortant la photo froissée de son portefeuille. Les bords étaient usés, comme s'il l'avait manipulé à plusieurs reprises depuis la veille. Deux adolescents sur une plage, ignorant à quel point cet unique été résonnerait dans leur vie pendant des années. Peut-être, suggérai-je prudemment, que tout peut recommencer avec ça, aussi. 3 jours après le mariage qui n'en était pas un, je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant sans cesse, 17 appels manqués, 43 messages textes, des centaines de notifications Instagram. Tu as vu? Le texto de Claire se démarquait des autres. Vu quoi, ai-je répondu, encore à moitié endormi. Elle a envoyé un lien vers une vidéo TikTok. L'image d'aperçu montrait les jardins botaniques décorés pour le mariage de Vanessa. J'ai cliqué, le cœur battant. La vidéo commençait avec les invités assis, attendant la cérémonie. Puis des voix fortes provenant de la suite nuptiale. La caméra a tremblé en se dirigeant vers moi alors que j'entrais dans le jardin, puis a zoomé alors que je parlais à Vanessa près de l'entrée, captant mes paroles avec une clarté surprenante, je ne suis pas venu gâcher ton mariage. Je suis venu te rappeler à quoi ressemble un vrai mariage. Le clip s'est terminé brusquement. La légende disait, drame de mariage. La sœur de la mariée arrête la cérémonie avec une photo secrète du marié. #échec du mariage, #drama familial, #amant secret. Elle avait 3,7 millions de vues et ce n'était pas fini. Oh mon Dieu, murmurai-je à mon appartement vide. Mon téléphone sonna. Caleb. Je suppose que tu as vu, dit-il quand j'ai répondu. À l'instant. C'est grave à quel point? Grave. C'est partout. TikTok, Twitter, Instagram. Les gens inventent des histoires folles sur ce qui s'est passé. Savent-ils qui nous sommes? Non. Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. Quelqu'un reconnaîtra Vanessa sur ses réseaux sociaux. Elle a quoi, 30 000 abonnés? J'ai vérifié à nouveau Instagram. Mon compte de photographie, qui avait généralement la chance d'obtenir 50 j'aime par publication, avait gagné des milliers d'abonnés en une nuit. Ma dernière publication, un simple paysage urbain en noir et blanc, avait des centaines de commentaires, c'est toi la fille du mariage. OMG, tout déballé. Dis-nous ce qu'il y avait dans la boîte mystère. J'ai fermé l'application, me sentant nauséeuse. Ce n'était pas ce que je voulais. Un règlement de compte familial privé, oui. Une sensation virale sur Internet, absolument pas. Vanessa doit être dévastée, dis-je. Elle a disparu des radars. Elle a supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux ce matin. Les avocats de Diane essaient de faire retirer la vidéo originale, mais tu sais comment ça se passe. Elle a déjà été repartagée des centaines de fois. À midi, quelqu'un avait en effet identifié Vanessa. Son nom a commencé à devenir une tendance. Les agences de marketing avec lesquelles elle avait travaillé ont publié des déclarations génériques sur le respect de la vie privée pendant cette période difficile. Les parrainages de marques qu'elle avait soigneusement cultivés ont commencé à disparaître discrètement de son site web portfolio. Cet après-midi-là, on a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, un livreur m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était inimitable, la cursive parfaite de Diane. À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 $ et un bref mot, faites disparaître ce problème. J'ai déchiré le chèque en petits morceaux, les laissant volter dans ma poubelle. Puis j'ai appelé mon père. Étais-tu au courant de ça, ai-je exigé quand il a répondu. De quoi? Il avait l'air épuisé. Diane a essayé d'acheter mon silence. 50 000 $ pour faire disparaître ce problème. Un lourd soupir. Non, je ne le savais pas. Mais je ne suis pas surpris. Papa, j'ai besoin de savoir où tu te situes dans tout ça. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression de me battre encore seul dans cette bataille. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait peut-être raccroché. Ta belle-mère et moi nous séparons, dit-il finalement. J'ai emménagé dans un hôtel pour le moment.
Les mots ont mis un moment à s'imposer. Tu as quitté Diane? J'aurais dû le faire il y a des années. Sa voix se brisa légèrement. J'aurais dû me battre pour toi. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'avais jamais entendue de sa part. Pas assez pour compenser 2 décennies d'absence, mais un début. Il n'est pas trop tard, dis-je doucement. Pour te battre pour moi, je veux dire. Un autre silence, mais différent cette fois, réfléchi plutôt qu'évasif. Non, a-t-il convenu. Il n'est pas trop tard. Au fil de la journée, l'histoire virale a évolué. Quelqu'un a déterré la biographie professionnelle de Vanessa, la reliant à plusieurs campagnes de marketing de haut niveau. Les commentaires ont afflué, l'accusant d'élitisme, de manipulation, de cruauté, tout cela basé sur un clip de 30 secondes sans pratiquement aucun contexte. Ce n'était pas juste. Quoi qu'il se soit passé entre nous, elle ne méritait pas cette humiliation publique. Sur une impulsion, j'ai ouvert Instagram et commencé à taper une publication. Certains d'entre vous m'ont reconnu dans une vidéo virale qui circule aujourd'hui. Bien que j'apprécie le soutien, il y a une histoire familiale complexe derrière ces quelques secondes de film que personne ne peut comprendre à partir d'un court clip. Je vous demande de respecter la vie privée de chacun pendant cette période difficile. Personne n'est le méchant ici, juste des gens imparfaits faisant face à des vérités douloureuses de manière imparfaite. J'ai hésité avant d'ajouter une dernière ligne, y compris moi. La publication a été immédiatement inondée de commentaires, la plupart exprimant leur déception face à mon refus de tout déballer. Mais quelques-uns m'ont remercié pour ma maturité et ma retenue. Un commentaire a attiré mon attention, la sœur invisible devient visible. Selon ses propres termes. Respect. Tante Claire a appelé ce soir-là. As-tu vérifié tes emails? Ton site web de photographie vient de planter à cause du trop grand nombre de visites. Effectivement, ma boîte de réception était inondée de demandes de réservation, offres d'interview, propositions de collaboration. Mon téléphone a émis une notification. Mon nombre d'abonnés avait doublé depuis ce matin. C'est de la folie, ai-je dit à Claire. Je n'ai jamais voulu la célébrité, surtout pas comme ça. Peut-être pas, répondit-elle de manière pragmatique, mais tu peux l'utiliser. Ces réservations, c'est de l'argent réel, Elisa. Et ton travail mérite d'être vu. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais lutté pour lancer mon entreprise de photographie, en me fiant aux bouche à oreille et à des recommandations occasionnelles. Maintenant, soudainement, j'avais un public. La question était, qu'allais-je en faire? Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'un centre d'art communautaire. Ils organisaient un événement sur « La vérité et la narration à l'ère numérique » et me voulaient comme conférencière. Mon premier réflexe a été de refuser. Je n'étais pas une conférencière. Je travaillais derrière l'appareil photo, pas devant un public. Mais quelque chose dans l'invitation a résonné. La vérité et la narration. N'était-ce pas exactement le sujet de toute cette situation? La vérité du dysfonctionnement de ma famille, les histoires que nous nous racontions et que nous racontions aux autres pour sauver les apparences. J'ai répondu en acceptant l'invitation. Une semaine après le mariage qui n'en était pas un, une lettre de Vanessa est arrivée. Contrairement à l'enveloppe de Diane à l'aspect froid et commercial, c'était une enveloppe bleu pâle avec mon nom écrit de l'écriture fluide de Vanessa. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de plusieurs pages. Elisa, commençait-elle, je n'attends pas de pardon. Je ne m'attends même pas à ce que tu lises ceci, mais j'ai besoin de le dire quand même. Ce qui suivait était une confession de sa jalousie cet été-là à Cap Cod, de sa poursuite délibérée de Caleb des années plus tard, de sa connaissance qu'il avait un jour été amoureux de moi. Je me suis convaincu que je le méritais plus que toi, écrivait-elle, que je l'apprécierais correctement, que je lui donnerais la vie qu'il aurait dû avoir. Je n'ai jamais considéré que je volais quelque chose qui ne m'appartenait pas, la lettre se terminait simplement, tu n'as pas à me pardonner. Juste, merci de m'avoir réveillé. Je suis resté assise avec la lettre pendant un long moment, les émotions tourbillonnant. Puis j'ai pris mon téléphone et lui ai envoyé un texto. J'ai reçu ta lettre. Quand tu seras prête à parler, vraiment parler, je serai là. Une réponse est venue presque instantanément, merci. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était une reconnaissance, quelque chose que notre famille n'avait jamais su faire. Pendant ce temps, le royaume social soigneusement construit de Diane s'effondrait. Les amis qui s'étaient autrefois disputés des invitations à ses dîners refusaient maintenant de répondre à ses appels.
Le conseil d'administration de l'œuvre de charité qu'elle présidait lui a demandé de se retirer temporairement. Ses clients en design d'intérieur ont commencé à annuler des contrats. Je ne prenais aucun plaisir à sa chute. Après tout, que lui avait apporté sa quête de statut? Un mariage raté, une belle-fille étrange, une fille cachée, et maintenant l'ostracisme social. D'une manière étrange, je la plaignais. Mais je ne l'aiderais pas. Quand elle a appelé, me suppliant de faire une déclaration publique soutenant sa version des faits, j'ai refusé. Tu ne peux plus acheter ta place dans ma vie, lui ai-je dit. Ni avec de l'argent, ni avec des promesses. Elle a raccroché sans un mot de plus. Quant à Caleb, nous prenions les choses lentement. Un café une fois par semaine, de longues promenades dans le parc, apprenant à nous connaître en tant qu'adultes, pas seulement en tant qu'adolescents que nous avions été. J'ai mis fin à notre relation officiellement, m'a-t-il dit lors d'une de nos promenades. J'ai fait une déclaration publique pour arrêter les rumeurs. Que as-tu dit? Il avait l'air embarrassé. Que j'avais demandé en mariage la mauvaise femme parce que j'avais cru à un mensonge. C'est dramatique, je sais. J'ai ri. Toute cette situation est dramatique. On ne pourrait pas l'inventer si on essayait. L'aurais-tu inventé? Je veux dire, pour une de tes histoires? Pendant nos rendez-vous café, je lui avais parlé de mes écrits amateurs, des histoires que je créais pour accompagner mes projets photographiques, des histoires sur des personnes négligées qui trouvaient leur voie. Peut-être, ai-je admis. Mais je lui aurais donné une fin plus heureuse. Il a pris ma main avec hésitation. Qui dit que l'histoire est terminée? 6 mois plus tard, je me tenais dans un studio ensoleillé à Seattle, déballant du matériel photographique. Claire m'aidait, disposant soigneusement les objectifs sur une étagère. La lumière ici est parfaite, dit-elle en ajustant un store. Tes photographies seront magnifiques. J'ai souri, contemplant les murs blancs, le sol en béton poli, les grandes fenêtres donnant sur un parc. Mon nouvel espace. Ma nouvelle vie. Après la vidéo virale du mariage et ma publication sur les réseaux sociaux, ma carrière de photographe avait explosé. Un magazine m'a commandé une série sur les dynamiques familiales. Une galerie à New York a exposé mon travail. Mon nombre d'abonnés sur Instagram a augmenté de manière constante, non pas à cause du scandale, mais d'une appréciation sincère de mon article. Avec l'aide de Claire pour la gestion de l'entreprise, j'avais économisé assez pour ce déménagement, un nouveau départ dans une nouvelle ville. Es-tu nerveuse pour demain? A demandé Claire, faisant référence à mon premier jour d'enseignement au collège communautaire local, un atelier de photographie pour les jeunes défavorisés. Terrifié, ai-je admis. Mais dans le bon sens. Mon téléphone a sonné avec une notification de message. Caleb, atterrit en toute sécurité. L'hôtel est bien, mais tu me manques déjà. Il était en Ouganda, travaillant avec une équipe d'ingénieurs sur un projet d'eau potable. Nous sortions ensemble à distance depuis 3 mois, prenant notre temps, reconstruisant ce qui avait été perdu, créant quelque chose de nouveau à sa place. Il est bon pour toi, a observé Claire, remarquant mon sourire alors que je tapais une réponse. Nous sommes bons l'un pour l'autre, les jeux corrigés. Nous avions tous les deux besoin de guérir d'abord. Après avoir envoyé ce texto à Vanessa reconnaissant sa lettre, nous avions entamé une correspondance prudente, des emails d'abord, puis des appels téléphoniques occasionnels. Elle avait déménagé à Chicago, s'était inscrite en master, avait commencé une thérapie. Plus de réseaux sociaux, plus de partenariats de marque. Elle découvrait qui elle était au-delà des attentes de sa mère. Je ne sais même pas si j'aimais le marketing, a-t-elle admis lors d'un appel. Je savais juste que j'étais doué pour ça, et que ça faisait plaisir à mère. Quant à mon père, il a demandé le divorce 3 mois après avoir déménagé. Lui et moi dînions ensemble tous les dimanches quand j'étais encore en ville, maladroit au début, puis progressivement plus à l'aise. Construire une relation à partir de zéro était plus difficile que d'en réparer une, mais nous essayons. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit, m'a-t-il dit lors de notre dernier dîner avant mon déménagement, sur le fait de me battre pour toi. J'aurais dû me battre pour toi. Tu te bats maintenant, dis-je, tendant la main par-dessus la table pour lui serrer la sienne. Ça compte aussi. Diane s'était retirée dans une maison de vacances à Palm Springs, selon les sources de Claire. Personne n'avait eu de ses nouvelles directement depuis des mois. Parfois, je me demandais si elle était capable de réflexion, de comprendre son rôle dans le dysfonctionnement de notre famille. J'en doutais, mais j'espérais, pour son bien, qu'elle trouve un peu de paix.
Une fois le studio installé, Claire et moi avons célébré avec de la nourriture chinoise à emporter sur le sol, entourée de boîtes non déballées. Au nouveau départ, a-t-elle trinqué avec son gobelet en papier de thé vert. Au fait d'être visible, ai-je répondu. Plus tard dans la nuit, je me tenais sur mon petit balcon, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré avec une notification de mail. Une galerie d'art à San Francisco voulait présenter ma nouvelle série de photos, non invitées. Le projet avait commencé comme une thérapie, des photographies de chaises vides à des tables dressées, de cadres photos vides, de portes entr'ouvertes, des représentations visuelles de l'exclusion et de l'absence. Mais au fur et à mesure de son évolution, il est devenu quelque chose de plus plein d'espoir, des images de personnes trouvant leur propre table, créant leur propre cadre, franchissant leur propre porte. J'ai répondu en acceptant l'offre de la galerie, puis j'ai ouvert Instagram. Ma dernière publication montrait un coucher de soleil sur Seattle, ma nouvelle maison. La légende disait simplement « Je construis mon propre chez moi ». Les commentaires étaient extrêmement positifs. Plus de demandes de potins ou de drames, juste une appréciation pour l'image, la lumière, le moment capturé. Un commentaire s'est démarqué, si fier de ton parcours. Avec amour, Vanessa. Nous avions encore un long chemin à parcourir, mais le fait qu'elle puisse soutenir publiquement mon bonheur montrait à quel point nous avions toutes les deux progressé. J'ai pris mon appareil photo, une habitude lorsque les émotions devenaient trop intenses à gérer. À travers le viseur, la ville semblait différente, plus contenue, plus gérable. J'ai ajusté la mise au point, capturant les lumières scintillantes contre le ciel qui s'assombrissait. Puis j'ai retourné l'appareil, me positionnant dans le cadre. Les autoportraits n'avaient jamais été mon truc. Je préférais être derrière l'appareil photo, pas devant. Mais c'était peut-être une partie du problème. Je m'étais caché, laissant les autres définir ma place dans le cadre. La minuterie a bipé. J'ai souri, pas un sourire de réseau social étudié, mais un vrai, petit mais sincère. Clic. Quand j'ai regardé le résultat, j'ai été surprise par ce que j'ai vu, pas la femme maladroite et incertaine que j'attendais, mais quelqu'un avec des yeux clairs et une confiance tranquille. Quelqu'un qui ne demandait pas la permission d'exister. Quelqu'un de visible. Il disait que ma place n'était pas ici, murmurai-je dans la pièce vide. Il s'avère que j'avais juste besoin de construire mon propre chez moi. J'ai envoyé l'autoportrait à Caleb avec un simple message, je commence le prochain chapitre. Sa réponse est venue presque instantanément, ce sera le meilleur de tous. Et pour la première fois de ma vie, je croyais vraiment que ce serait le cas. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il faut pour devenir invisible dans sa propre famille? Et que se passe-t-il quand on décide enfin d'être vu? J'aimerais beaucoup connaître vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de drames familiaux émouvants.